Salut les amis, coucou les petits loups. Aujourd'hui je vais vous parler de comment acheter son matériel ou comment prendre en compte les fiches techniques sur le web, dans les revues spécialisées et par les journalistes des revues qu'on aime bien. Alors cette vidéo est fait suite et complémentaire à la 322, comment prendre en compte une fiche technique, grille de lecture. Là, bon, on a mis au point notre grille de lecture. Maintenant, on va passer à la sélection de notre matériel et éventuellement l'acheter. Quelques conseils pour bien acheter son matériel. À tout de suite. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment acheter son matériel. Alors, certes, il y a une argumentation qui est récurrente, mais un bon conseil reste un bon conseil. Et un bon conseil peut s'appliquer de façon différente sur différentes branches de la photographie ou de la vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a deux façons de voir les choses. Non, pas la bonne et la mauvaise, non. Mais a-t-on déjà du matériel de la marque que l'on a présélectionné ou que l'on a en ligne de mire, ou n'a-t-on pas ce matériel? Ou a-t-on des articles de la marque dont on nous parle, ou pas. Alors je voulais toujours parler de la colorimétrie, mais ayant lu pas mal d'articles sur le net sur le Z6 et ayant lu pas mal de choses qui m'ont turlupiné, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo complémentaire. Je me suis donc mis à la place d'un acheteur potentiel, ce que j'ai été il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit il faut mettre en place la grille d'évaluation, la grille de lecture. Est-ce que le matériel dont on nous parle est fait pour nous ou pas? Avons-nous besoin de ce matériel ou pas? Et au final, avons-nous les moyens de l'acheter ou pas? Toutes questions auxquelles il faut répondre avant d'acheter son matériel, au risque d'être relativement déçu par nos achats ou par notre achat. On nous annonce bien souvent des choses qui ne nous concernent pas. Par exemple, faire de la 8K alors qu'on est photographe et pas vidéaste, mais pas vidéaste du tout. Donc la 8K ne nous intéresse pas. Et argument spécieux, tous les journalistes avancent la même chose. Que Canon, par exemple, fait de la 8K, que Nikon n'en fait pas, etc., etc. Mais on s'en fout, on est photographe. On veut un autofocus qui soit sympa, on veut une colorimétrie qui soit digne de ce nom, et on veut par exemple que notre boîtier soit stabilisé sur 5 axes, par exemple. Tout autre argument serait fallacieux et ne serait pas attractif du point de vue photographique. Est-on vidéaste? À ce moment-là, le buffer de 200 images, ouais, bon, moi je préfère avoir un boîtier dont la possibilité de filmer au-delà d'une demi-heure soit relativement très importante, par exemple. Pour revenir au photographe, est-ce que le buffer de 200 images est intéressant? Personnellement, j'ai réduit la possibilité à 56. Pourquoi 56? Eh bien, tout simplement, si l'on divise 56 par 14 images par seconde, ça fait 4 secondes à appuyer sur le déclencheur. Une éternité pour un photographe digne de ce nom. Je vous remets de nouveau la même photo tirée de la même vidéo sur les stats pour savoir ce que vous en pensez. Est-ce assez net? Est-ce assez piqué? Est-ce suffisamment contrasté? À vous de me dire. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder et mesurer ce dont on a besoin. Un buffer de 200 images, oui, c'est sympa, mais si on fait une vidéo de 5 minutes, parce que éventuellement c'est une course, on pourra retirer de la vidéo de 15-20 secondes une photo en 4K, digne de ce nom. Donc que le buffer accepte 200 images, oui c'est bien, parce qu'au moins on n'a pas à se tracasser la tête pour savoir si on peut ou pas faire des rafales un peu importantes.
Mais au-delà, ouais, bon, enfin, pas plus que ça, quoi. Quelques conseils d'achat. Si vous êtes vidéaste, privilégiez évidemment le boîtier avec des possibilités. Si le boîtier que les journalistes ou les fiches techniques ont mis en avant par rapport au boîtier que vous avez, vous, repéré, regardez voir si vous avez des possibilités supplémentaires, du style pouvoir choisir leur conteneur, c'est-à-dire MOV, MPEG, enfin MPEG 4 ou autre. Le flux vidéo, est-ce que le flux vidéo, vous avez la possibilité de le choisir ou pas? Est-ce que vous avez la possibilité de dépasser les 30 minutes fatidiques ou pas? Si vous faites des courts-métrages, 30 minutes, ça commence à faire long, hein. Donc, en soi, si vous faites des plans différents lors de votre prise de vue, 30 minutes, c'est pas vraiment un handicap. Alors, bien évidemment que l'optique, c'est toujours une belle optique. Si vous avez une belle optique sur votre boîtier qui fait de la vidéo, cela n'en sera que mieux, bien évidemment. Ceci dit, si en premier choix, vous aviez choisi par exemple le Z50, qui est un entrée de gamme dans la gamme hybride de chez Nikon, personnellement, j'ai choisi volontairement le Z50 pour remplacer mon GH5, qui lui était un micro 4 tiers, et qui était 0,75 fois plus petit que la PSC, avec la possibilité d'avoir des fichiers relativement légers, et idem pour le stockage. Pas trop lourd, relativement facile à gérer. Si vous êtes photographe, il y a un proverbe ou un dicton photographique qui dit « Le boîtier n'est jamais que le bouchon de l'objectif ». Ça veut dire en gros que autant le boîtier va passer, autant votre optique, si elle est sympa, restera. J'ai des optiques qui ont plus de 30 ans, dont je me sers toujours. Alors par exemple, le Z50, pour revenir sur le Z50, avec un 1650 fait 1150 €. J'ai pas été chercher très loin, hein. J'étais sur Amazon, histoire de pouvoir vous donner des prix et pour pouvoir faire une base de comparaison. Avec un 1650 et un 20, par contre 1150 €, avec la bague FTZ, donc la bague qui permet la compatibilité des optiques de monture F sur la monture Z. Ou alors vous avez la possibilité, si vous débutez complètement, vous avez la possibilité d'acheter un 1650, un 50-250 pour 1177 €. Je ne saurais trop vous conseiller d'acheter les bundles qui vous permettent d'économiser passablement des pépettes sur l'achat de votre matériel. Quand vous achetez comme ça en pièces détachées, si je puis dire, vous allez dépenser 3 à 400 € tranquillement en plus. C'est un peu ballot. Alors, pour le Z50, avec ces deux optiques, on va du 24 mm au 375 mm. Équivalence plein format. Il y a quelques années, j'aurais bien aimé avoir ça à ma disposition en deux optiques. Méfions-nous donc des mauvaises décisions prises sur un coup de tête en disant « Ouais, tiens, j'ai vu une fiche technique là, ouais, ce boîtier, il a l'air génial. » Oui, mais bon, c'est l'avis du journaliste. Il nous vend son point de vue, pas forcément ce dont vous avez besoin. Alors même en étant convaincu de la qualité d'un boîtier, ils ne peuvent pas s'empêcher d'être négatifs. Du style, le buffer de chez Nikon n'a que 200 images. Oui. Il ne fait que de la 4K, 30 images par seconde pour le moment. Oui, mais bon, on va avoir la 60 images très bientôt, à la fin du mois, je pense. Qu'est-ce qu'un mois dans la durée de vie d'un boîtier? Rien. Alors, oui, certes, il nous parle de performance de haute volée, mais oui, parce qu'il a eu entre les mains des boîtiers de très haute gamme, voire les vaisseaux amiraux des marques. Donc effectivement, ils sont habitués à avoir des performances de haute volée. Mais nous, est-ce qu'on a besoin de ces boîtiers? Est-ce qu'on a besoin de ces performances? Pas sûr.
Alors, achetons un boîtier pour nous faire plaisir et non pas pour faire plaisir au journaliste qui, lui, n'utilisera probablement pas, voire même jamais, le boîtier dont il fait l'éloge. Comment acheter son matériel photo ou vidéo? Que faut-il faire? Que faut-il penser? Mes conseils. Allez dans un magasin spécialisé, style la Fnac, Boulanger, Darty, demandez à essayer le matériel et à faire quelques photos. Si le vendeur est sympa, posez une mire quelque part dans le magasin. Alors, tant qu'à faire la mire, blanc, jaune, rouge, cyan. Cyan, c'est bleu-vert. Si vous n'avez pas de bleu-vert, vous prenez du bleu. Hein. Et puis, tant qu'à faire, des petits carrés de façon à ce que vous puissiez voir l'acuité de votre objectif et du capteur. Alors, si vous en avez l'opportunité, et j'allais dire que si on vous demande de vous presser, vous dites, bon, il n'y a pas de problème, hein, je reviendrai et j'achèterai plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous ne laissez pas marcher sur les pieds. Vous êtes l'acheteur, donc vous n'êtes pas les rois, mais c'est vous l'acheteur. C'est vous qui dépensez les sous, et c'est vos sous qui font vivre le magasin. Donc, faites 3 ou 4 photos à f4, parce que tout le monde n'a pas forcément une optique à 2.8, donc f4, f8, f11, voire f16, de façon à voir un petit peu la gamme des diaphragmes de votre objectif et voir l'acuité de votre capteur. Une fois que vous avez fait vos photos sur votre carte, vous rentrez chez vous et vous regardez tranquillement vos photos à la maison. Et puis vous faites ça sur 2-3 boîtiers différents qui vous intéressent, bien évidemment. Hein. Je ne demande pas de faire des essais sur des boîtiers qui ne vous intéressent pas. Et vous comparez. Là encore, vous allez peut-être avoir quelques petites différences, mais si ça ne vous saute pas aux yeux, c'est pas la peine d'acheter le boîtier le plus cher. Faites-vous plaisir. Prenez le boîtier que vous avez sélectionné au départ. Ou, si vous avez déjà du matériel, sélectionnez le boîtier de votre marque préférée. À tête reposée, il faut lire ou relire les fiches techniques pour valider une impression, une mauvaise prise en main ou une bonne prise en main, mais surtout ne pas s'emballer, parce qu'une marque concurrente, vous avez vu un autofocus d'enfer, à peine avez-vous touché le déclencheur que la mise au point était déjà faite. Parce que il faut voir la complète manipulation du boîtier. Est-ce que les commandes tombent bien sous les doigts, du style la E-Lock tombe bien sous le pouce, sous l'index, vous avez votre index qui est bien placé sur le déclencheur, éventuellement devant, est-ce qu'il y a des commandes, etc., etc. Parce que, oui, le Machinon XYZ, il était sympa, mais par contre, il avait une coloris de M1. Donc, non. Autofocus rapide, ok, mais bon, si c'est pour avoir une colorimétrie et passer 3 plombes derrière pour essayer d'avoir un blanc pur, c'est pas la peine. Comme évoqué dans la précédente vidéo sur le sujet, faites-vous une grille de lecture qui vous permettra de garder la tête froide. Quelle performance vous intéresse dans un boîtier? Est-ce l'autofocus? Est-ce la colorimétrie? À vous de voir, chacun son point de vue sur le sujet. Alors, dans l'absolu, effectivement, l'objectif prévaut. Comme dit précédemment, préférez l'achat d'un bundle à des articles séparés. Vous paierez moins cher la totalité de vos achats. Autre conseil, sur les optiques Nikon, sur les optiques supérieures Nikon, un S est designé sur le fût des objectifs. Comme à l'époque des objectifs à monture F, il y avait une petite fenêtre qui vous permettait de voir la distance en mètres. Regardez dans votre bundle si vous avez repéré de telles optiques. Si oui, foncez, si je puis dire. Et puis, si l'optique de vos rêves n'est pas dans le bundle, eh bien, dites-vous que vous pourrez toujours l'acheter plus tard, que ça vous permettra de faire des photos en attendant d'avoir mieux. Sachant que avoir mieux n'est pas forcément avoir bien. L'optique que vous allez acheter, qui n'est pas forcément l'optique de vos rêves, vous permettra quand même malgré tout de faire de belles photos. Parce que les optiques Nikon, d'une manière générale, il y a très peu de nanars. Vraiment très très peu. Et dans la série Z,
j'ai pas encore rencontré de nanar. C'est vrai que j'ai pas tout testé, loin de là, mais au vu des tests vus sur le net par des vidéastes dignes de ce nom, non, il n'y a pas de nanar. Avant toute chose, il est important de se faire plaisir. Donc faites-vous plaisir dans vos achats. Ultime conseil, arrêtez de comparer les boîtiers une fois que vous avez fait vos achats. Il est inutile de comparer un éventuel boîtier qui sortirait 6 mois, 1 an après le vôtre, après votre achat, parce que pendant 1 an, vous avez fait des photos et que déjà vous avez suffisamment traîné de fiches techniques en fiches techniques avant de vous décider. Donc, arrêtez de faire des comparaisons. Ça ne sert à rien, parce que de toute façon, vous n'allez pas faire des photos avec votre boîtier et avec le nouveau boîtier qui est sorti. C'est un petit peu ce que je disais dans la précédente vidéo. Vous n'allez pas aller voir le copain Albert et lui demander le type de photos qu'il fait et les comparer aux vôtres. Ce ne sont pas les mêmes. Point. Et donc, l'achat que vous avez fait vous a fait plaisir pendant tous ces mois. Et puis, dites-vous bien que l'appareil photo, c'est un instrument. Si on me donne un scalpel, j'aurais bien du mal à opérer quelqu'un. Alors qu'un chirurgien avec un mauvais scalpel pourra toujours opérer quelqu'un. L'appareil photo est un instrument, qui plus est un instrument de votre créativité, de votre intelligence, de votre savoir-faire. Il faut savoir prendre la lumière au bon endroit. C'est vous qui allez déclencher au bon ou au mauvais moment. C'est pas l'appareil. Je me souviens lors d'ateliers photo, des photographes qui avaient, comme moi, un D3, mais c'était à pleurer. Ils faisaient des photos, mais nullissimes, bonnes pour la poubelle, sans passer par la case « je regarde et je compare mes photos ». Alors, ne croyez pas qu'un appareil photo haut de gamme vous fera de belles photos. C'est votre intelligence à savoir comprendre la lumière et où prendre la lumière qui est important. Le boîtier mettra à votre disposition des instruments pour pouvoir le faire, mais pas plus. C'est vous qui ferez de belles photos. Alors certes, le capteur de l'appareil photo va vous aider à faire ce genre de choses. Mais sans vous, le capteur ne fera rien du tout. Allez, j'espère que ces quelques conseils vous aideront dans vos choix. Et merci de votre écoute. Restez à l'écoute et à très vite.